On trouvait effectivement des juifs dans le monde entier. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie, l'Inde, partout où on trouvait des juifs. Afrique du Nord, pas de problème. Afrique du Sud, pas de problème non plus, il y avait des juifs. Mais si j'ose dire, il y avait un trou noir au milieu de tout ça, c'était l'Afrique noire. Là, pas de juifs. Jusqu'au moment où on a découvert les fameux falachas d'Éthiopie. Et là, on se propose d'ailleurs d'aller faire pour notre revue un reportage en Éthiopie. Là-bas, il y a des choses, paraît-il, extraordinaires qui se passent, y compris aussi sur le plan de l'Évangile, parce que beaucoup de ces gens ont reçu l'Évangile. Et cet évangile, l'évangile qu'ils ont, est un évangile qui est très très proche du judaïsme. Alors il y a des choses à étudier là-bas d'une manière très très profonde et très très précise encore. Et ces juifs sont apparus comme étant les descendants de la tribu de Dan, l'antique tribu de Dan. Donc c'était déjà une première découverte. Et puis, au moment de l'effondrement de l'empire colonial portugais en 1973, quand toutes les anciennes colonies portugaises sont devenues indépendantes, il y a eu un petit État qui s'appelait l'État de Sao Tomé et Principe, qui sont deux îles qui sont au large du golfe de Guinée, qui ont viré au marxisme, comme beaucoup de ces anciennes colonies portugaises. Et ça a duré jusqu'à l'effondrement du marxisme en 1989. Là, il y a eu un changement de gouvernement dans cet État de Sao Tomé. Et le nouveau gouvernement a noué des relations diplomatiques avec Israël. Et le premier ambassadeur d'Israël qui est arrivé à Sao Tomé a été surpris de voir que dans toutes les maisons de ces gens de l'île, il y avait des Magen David, des étoiles de David. Il y avait des Megilot, c'est-à-dire des petits étuis qu'on met sur les portes avec les 10 commandements. Que ces gens avaient les rites de mariage, de sépulture, de bar mitzvah, qui sont ceux des juifs. Il a dit, mais vous êtes juifs? Ces gens disent, nous juifs, mais pas du tout. Mais pourquoi vous faites ça? Ben, c'est nos coutumes comme ça, c'est nos coutumes ancestrales, on a toujours vécu comme ça. Et l'ambassadeur était tellement étonné qu'il a fait venir des universitaires de Jérusalem qui ont étudié la question. Et après de longues études, voilà les conclusions auxquelles ils sont arrivés. J'en ai un peu parlé, j'y reviens. En 1492, vous le savez, les Juifs ont été expulsés d'Espagne. La plupart d'entre eux se sont rendus au Portugal, qui était le pays le plus voisin, donc c'était normal. 2 ans plus tard, 1494, le prince héritier du Portugal se fiance avec une princesse espagnole, fille des rois catholiques. Et les rois catholiques mettent comme condition à ce mariage que le Portugal expulse ces juifs ou les contraigne à se convertir au catholicisme. Et c'est ainsi que la plupart des juifs du Portugal qui en avaient assez de l'exil, qui n'avaient pas envie de reprendre à nouveau le chemin de l'exil, se sont convertis en principe au catholicisme, devenant des maranes, des juifs secrets, continuant à garder secrètement leurs coutumes juives. Mais les Portugais ont raflé tous les enfants juifs en dessous de 20 ans et les ont embarqués sur des caravelles pour les abandonner sur les îles de Sao Tomé et Principe qui venaient d'être découvertes et qui étaient désertes. Elles étaient infestées de crocodiles et de serpents, et le but, c'était que ces enfants y meurent. Et quand vous lisez le récit de ce drame atroce, mais c'est insoutenable, les mères auxquelles on venait d'arracher leurs enfants, qui se précipitaient à la mer pour suivre à la nage les caravelles jusqu'à ce qu'elles coulent, etc. Enfin, c'est hallucinant. Horrible, horrible. Et de fait, la majorité de ces enfants sont morts de ces bêtes féroces, des fièvres, enfin de tout ce qu'on peut imaginer. Mais certains ont survécu, miraculeusement. Et sont arrivés quelque temps plus tard des Africains du continent. Ils se sont mariés avec ces enfants qui étaient devenus grands. Et la population actuelle est tout entière composée de descendants
de ces unions entre ces juifs espagnols qui avaient transité par le Portugal et avec les Africains qui étaient venus du continent. Peu de temps après, d'autres sont retournés sur le continent. Et dans tous les pays du golfe de Guinée, vous avez des descendants de ces gens-là. Alors ça vaut pour le Gabon, ça vaut pour le Cameroun, ça vaut pour les différentes Guinées, ça vaut pour le Congo-Kinshasa en particulier. Là, on trouve des descendants de ces gens-là qui continuent à avoir des coutumes juives. Je parlais de ça il y a quelque temps de ça, je ne sais plus si c'était à Marseille ou ailleurs. Et puis j'ai posé la question que j'ai posée hier, est-ce qu'il y aurait des Balouba au milieu de vous? Il y avait une sœur qui a levé la main. Les Balouba du Congo-Kinshasa sont appelés par les autres tribus qui les entourent des Juifs. Et on les hait parce qu'ils sont Juifs. Et tous les stéréotypes qu'on applique aux Juifs en Europe, on les retrouve là-bas. Ils aiment l'argent, ils sont rusés, ils manigancent, etc. Enfin bref, tous les stéréotypes, on les retrouve là-bas. Et dit, nous avons des coutumes juives. Les enfants circoncis à 8 jours, enfin bref, tout ce qui est on mange cachère, etc. Bon, bref. Et j'ai dit à cette sœur, ben, vous êtes Balouba, donc Malouba, je crois que c'est au singulier, Balouba c'est le pluriel, d'après ce qu'on m'a dit, et ben, vous êtes juive. La pauvre sœur se lui a fait un tel choc qu'elle n'en a pas dormi de la nuit. Et le lendemain, elle était encore toute sous l'émotion, etc. Bon, ceci pour dire qu'on a retrouvé des juifs en Afrique. Et je vais continuer un peu là-dessus, parce que vous êtes beaucoup d'Africains, ça peut vous intéresser. On retrouve aussi des juifs, des descendants de juifs, noirs donc, sur la côte est, depuis, si vous voulez, l'Ouganda jusqu'au Cap, mais sur la côte est de l'Afrique, Zimbabwe, tout ça. Et là, c'est peut-être... Il y a deux explications, d'après ce que j'ai étudié là-bas, quand j'étais en Afrique du Sud notamment. La première, c'est que certains falachas avaient pu descendre, mais les falachas sont très typés. Et ceux qui sont là-bas n'ont pas tout à fait le type des falachas, quoi. Hein. Et l'idée serait un petit peu différente. Vous savez que dans la Bible, Salomon s'est associé avec des marins tyriens pour effectuer le commerce avec le pays légendaire d'Ophir. Ophir n'a jamais été exactement identifié, mais il nous est dit que de ce pays d'Ophir, on ramenait de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des bois précieux, les bennes, etc., des singes, des paons, enfin des animaux exotiques. Bien. On a trouvé donc au XIIe siècle avant Jésus-Christ le récit d'une expédition égyptienne organisée par la seule pharaon qui ait jamais régné sur le trône de l'Égypte, qui s'appelait la reine Hatshepsut. Et cette reine Hatshepsut avait organisé une expédition vers Ophir, qui avait ramené exactement ce qui nous est décrit dans la Bible. Bon. Et les marins qui ont fait cette expédition décrivent le fait que quand ils sont arrivés au sud de ce pays d'Ophir, le soleil s'est levé à l'envers. Ça veut dire que là, ils ont passé le cap de Bonne-Espérance, et par conséquent, ils ont eu l'impression que le soleil se levait à l'envers parce qu'ils avaient fait la circonvolution de l'Afrique. Si bien qu'il y a de fortes chances pour que le pays d'Ophir ne soit autre que l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, vous savez, on trouve tout ça. Or, argent, pierres précieuses, diamants, bon, on est vraiment dans ce contact-là. Et les marins tyriens, à la suite des Égyptiens, faisaient la circonvolution de l'Afrique. Ça veut dire qu'ils descendaient par la mer Rouge, l'océan Indien, passaient le cap de Bonne-Espérance, remontaient par le golfe du Guinée, le Sénégal, passaient le détroit de Gibraltar et revenaient dans leur pays. Et par exemple, à côté de Tel Aviv, dans un endroit qui s'appelle Tel Kassilé, on a découvert un ostracone, c'est-à-dire un tesson de poterie, un reçu, sur lequel il y a or d'Ophir, tant de talent. Cet or d'Ophir est arrivé donc sur la côte méditerranéenne. Automatiquement, ça veut dire qu'ils sont passés en faisant le tour de l'Afrique. Maintenant, il nous est dit que les bateaux de Tyriens faisaient le voyage en 3 ans, suivant les alizés, la direction des alizés. Quand les alizés soufflaient dans le sens nord-sud, ils descendaient, puis ils attendaient ensuite que les alizés fassent demi-tour, et ils remontaient par le même chemin
à moins qu'ils ne fassent la circonvolution de l'Afrique, mais tous ne le faisaient pas. Donc il fallait hiverner pendant ces 3 ans de l'expédition. Alors on tirait les bateaux au sec sur le rivage, on les réparait, on les entretenait, etc. Et sur toute la côte est de l'Afrique, on trouve des restes de forteresses phéniciennes qui servaient d'endroit d'hivernage pour les bateaux. Il y avait donc vraisemblablement des garnisons phéniciennes qui étaient là pour exercer une maintenance continuelle, pour accueillir les bateaux qui passaient par là. Et parmi eux, il y avait des marins de Salomon. Si bien que ces marins de Salomon se sont mariés avec des Africaines du coin, et aujourd'hui, vous avez encore aussi des descendants de ces gens-là qui ont la peau noire, parce que justement, ils sont descendants de ces unions entre les marins de Salomon et qui ont des coutumes juives, et qui ont des coutumes juives encore aujourd'hui, sans même se rendre compte qu'ils sont descendants du peuple d'Israël. Alors voyez-vous, la prophétie est accomplie, ils seront dispersés parmi toutes les nations, y compris l'Afrique noire. Maintenant, donc la prophétie est véritablement, totalement accomplie. Maintenant, je voudrais